Alors après cette séquence sociale très importante pour comprendre le climat en France et en Europe sur le sujet, commence le débat des Théo qui suit chaque table ronde en fait sert de support à un débat des textes d'orientation. C'est donc ce que nous allons faire maintenant. Comme hier, je vais appeler la personne qui prend la parole, ainsi que les deux personnes qui se préparent. Donc pour cette première prise de parole du débat des Théo, j'appelle Fatia Kelouachi pour le TOA pour 4 minutes, et Michael Weber et Justine Guyot se préparent. Mes amis, mes camarades, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de notre 81e congrès du Parti socialiste ici à Nancy. À un an des municipales, comment ne pas commencer par un clin d'œil pour cette très belle ville, cette ville enfin à gauche. Merci Mathieu Klein, merci d'avoir mené cette bataille et d'avoir enfin une ville à gauche depuis 2020. C'est une victoire des socialistes qui en amènera d'autres, je l'espère. Mes camarades, ne nous trompons pas à l'occasion des prochaines municipales. Nous aurons des adversaires, les libéraux. Nous aurons des ennemis pour les municipales. Nos ennemis, bien sûr, l'extrême droite. Pour battre nos adversaires, pour vaincre nos ennemis, nous devons être à la hauteur de l'enjeu et présenter des listes d'union de la gauche et des écologistes à chaque fois que nous le pouvons dans toutes les villes de France. Et oui, je dois vous dire le plaisir qui est le mien de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'élue de Seine-Saint-Denis, députée et présidente de la Commission des affaires culturelles depuis 2024. Ce plaisir qui est le mien, mes camarades, est le fruit de luttes, de mobilisations, de combats toujours en faveur des idées de gauche. Les mobilisations avec les salariés, la lutte pour les droits sociaux, la défense encore et toujours des travailleurs pour ne jamais abandonner ceux et celles qui n'ont que le travail pour vivre. Alors maintenant, depuis 3 ans que je suis députée, j'ai eu l'occasion d'être de ces élus qui se sont toujours placés aux côtés de ceux qui travaillent. Moi-même, en tant qu'enseignante pendant 30 ans, je sais ce que c'est qu'être au travail, au quotidien, et je crois que les socialistes doivent être toujours aux côtés des travailleurs. Et au-delà même des travailleurs, notre cœur doit être pour ceux qui n'ont rien en fait, pour tous ceux qui attendent quelque chose de la gauche. Mes camarades, je suis élue de Seine-Saint-Denis, comme vous le savez, et je ne peux m'adresser à vous sans vous parler de ce qui m'anime tous les matins. Ce qui m'anime, c'est être aux côtés des habitants des quartiers populaires. Et ce n'est pas seulement un message, un slogan, ni une motion de congrès. Cela doit être notre direction, un objectif et une valeur commune qui ne doit cesser de nous animer. Il faut écouter les habitants des quartiers populaires, mais aussi, surtout, il faut les entendre. Entendre pour mieux comprendre, mes camarades. Voilà ce qui doit nous dicter notre quotidien et nous animer. Toutes et tous, nous sommes le Parti socialiste. Nous sommes le parti des travailleurs. Nous sommes le parti des jeunesses. Nous sommes le parti des quartiers populaires et nous devons collectivement le rester. Entendre pour mieux répondre, mes camarades, cela veut dire s'intéresser à la vie des gens pour mieux changer la vie. Logement, pouvoir d'achat, école, voilà ce qui doit représenter notre fer de lance de notre quotidien. Et oui, se battre pour un habitat digne, se battre auprès des étudiants contre une précarité grandissante, se battre pour enfin donner à nos enfants une école émancipatrice, une école ouverte et qui assure l'égalité des chances. Enfin, mes camarades,
Aucune piste ne doit être négligée et c'est très important pour nous mener à une victoire en 2027. Rien ne doit nous empêcher de trouver un candidat, le candidat de gauche, notre candidat, celui qui portera nos couleurs. Alors, soyez-en assurés, mes camarades, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je ferai tout avec mes camarades d'Avenir Socialiste et du TOA pour que l'union de la gauche vive. Un dernier mot. Comment dormir? On ne peut pas s'endormir en pensant que l'extrême droite va gagner les élections parce que nous serons sectaires, parce que nous serons orgueilleux. Donc, vive l'union de la gauche, embarquons tous les camarades qui sont d'accord pour cette union. Voilà, merci beaucoup. Merci Fathia. Alors j'en profite pour demander à ce que chacun respecte bien son temps de parole. J'appelle Michael Weber pour 2 minutes 40 pour le TOB, suivi de Justine Guyot pour 3 minutes TOC qui se prépare et Christophe Clergeau. J'ai encore rien dit, chers camarades, chers amis. Nous avons un combat commun, mes chers camarades, autour des valeurs du socialisme et contre toutes les inégalités. Mais l'horloge tourne et à l'heure où on se parle, je pourrais dire qu'il est midi moins 2 pour 2026-2027 avec une extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Or, le parti n'est pas suffisamment identifié, je le dis, dans la lutte contre les inégalités territoriales. Et c'est un peu l'écho de ce que disait notre camarade à l'instant. Demain, le gouvernement va proposer 40 milliards d'économies qui visent nos concitoyens, qui vont réduire les services publics, qui vont accélérer les inégalités et qui vont donc abandonner les territoires. Il n'y aura pas de victoire de la gauche sans retrouver un socialisme des territoires, dans tous les territoires et notamment dans la ruralité où nous sommes aujourd'hui tant décriés. Cessons, mes chers camarades, de parler, comme on le fait trop souvent, de mobilité douce qui sont une mobilité au rabais, d'électromobilité qui ne permet pas l'autonomie, de proposer, comme l'a décidé dans cette région ici, la région Grand Est, de supprimer, de fermer les guichets dans les gares pour les mettre ailleurs, dans des bureaux de poste qui n'existent même plus. Le terreau rural de l'extrême droite, c'est celui de la rupture numérique, de la déshumanisation, de l'urbanisme individualiste des années 90 que nous payons aujourd'hui. Battons-nous pour les services publics dans les territoires, construisons des solidarités territoriales entre villes et campagnes. Remettons de l'humain, reprenons et battons-nous contre la fragilité de la vie en ruralité qu'il faut comprendre aujourd'hui aussi. Là aussi, la vie est difficile aujourd'hui. Et si nous l'entendons, la gauche sera à nouveau entendue. Et pour cela, si nous parlons d'unité des territoires, mes chers amis, mes chers camarades, nous devons aussi construire l'unité du parti, comme cela a été évoqué ce matin à plusieurs reprises. La situation est tellement difficile dans notre pays, les luttes auxquelles nous devons face sont aussi des luttes historiques et il me semble que vraiment nous devons faire en sorte que cette volonté exprimée par différents orateurs ce matin se traduise concrètement de la même façon que nous plaidons pour justement réconcilier les territoires, réconcilions le parti. Chers camarades, je nous souhaite de belles victoires, à commencer par les victoires sur les territoires en 2026. Merci. Merci beaucoup, Michael. Et surtout, un exemple de tenue de son temps de parole que j'invite à copier. J'appelle Justine Guyot pour 3 minutes pour le TOC, suivi de Christophe Clergeau et Chiara Panunzio qui se préparent. Mes chers camarades, je suis ravie et fière de m'adresser aujourd'hui à vous en tant que femme militante, maire de Decize, commune rurale dans la Nièvre de 5000 habitants, et vice-présidente du conseil départemental de la Nièvre. Vous ne pouvez l'ignorer, la Nièvre est une terre de lutte, d'engagement et de résistance. Une terre profondément socialiste, où l'héritage de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy est encore vivant dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans nos paysages. Et pourtant, cette terre historiquement de gauche est tombée entre les mains du Rassemblement national, comme tant d'autres circonscriptions en France. C'est un choc et c'est un signal d'alarme qu'il faut entendre avec lucidité.
personne ne pouvait l'imaginer. Mais il faut avoir le courage de regarder cette réalité en face. D'ailleurs, elle n'aurait pas été perdue si les militants avaient été entendus et respectés. Cet échec de la gauche n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un abandon progressif, d'un sentiment de relégation, d'une souffrance silencieuse face à la disparition des services publics, au mépris parfois ressenti de celles et ceux qui vivent loin des métropoles dans nos campagnes. C'est aussi la conséquence d'une gauche qui trop souvent s'est éloignée des classes populaires et de celles et ceux qui l'ont façonnée. Alors, vous imaginez qu'un sujet fondamental dans nos territoires concerne la santé. Et en tant que maire de Decize, j'ai décidé d'interdire aux habitants de ma commune de tomber malades. Vous imaginez où nous en sommes arrivés aujourd'hui en 2025. Alors mes camarades, nous avons besoin d'un socialisme populaire, profondément ancré dans la réalité des territoires. Un socialisme qui parle vrai, qui écoute et qui agit. Il nous faut reconquérir, non pas avec des slogans, mais voix par voix, cœur à cœur, en posant les vraies questions et en y apportant des réponses concrètes. Le nouveau socialisme que je défends, avec les camarades, parmi lesquels Philippe Brun, Jérôme Guedj, Jean-Paul Jandon, est un socialisme de reconquête. Il tend la main aux invisibles, aux précaires, aux soignants, aux retraités, aux jeunes sans avenir. Il est le socialisme du territoire, celui qui construit avec les vrais gens, pas dans les salons, pas avec des cabinets spécialisés, mais sur le terrain, sur les marchés. Alors mes camarades, soyons à la hauteur de ce que l'histoire attend de nous, rassembler, reconstruire et redonner à la gauche espoir. Voilà le nouveau socialisme que nous devons collectivement incarner, mes camarades. Merci. Christophe Clergeau pour 4 minutes. Pendant ce temps-là, Chiara Pannunzio et Jean Malo se préparent. Chers camarades, méritons-nous vraiment d'exercer le pouvoir? Sommes-nous préparés à exercer de nouveau le pouvoir? Il nous reste 18 mois avant de démarrer la campagne présidentielle. Je ne sais pas si cela vous angoisse ou pas. Moi, si. Nous sommes loin d'être prêts. Quels sont les éléments marquants de notre vie quotidienne depuis 6 ans? La division interne et le PS-bashing qui nous ont impuissantés. Aimez ou pas Jean-Luc Mélenchon, cela nous fascine et nous ne parlons que de cela. Mais prenons garde, car la haine de la gauche radicale sera le tombeau de la gauche tout entière. Et puis demandez gentiment aux écolos de suivre le candidat que nous, les socialistes, aurons choisi, ou choisir tous ensemble une candidature pouvant participer au second tour. Quel débat! Quel débat! Voulons-nous vraiment exercer le pouvoir? Car il reste une question dont nous ne parlons pas. Comment cette candidature, une fois qualifiée pour le second tour, pourrait-elle convaincre une majorité de Françaises et de Français et gagner l'élection présidentielle? Comment un ou une présidente de la République de gauche pourrait-elle exercer le pouvoir et changer la vie? Alors je voudrais illustrer ce décalage en me situant dans la foulée de l'intervention de Fathia Kelouachi et en mobilisant quelques exemples. Le pouvoir d'achat. Quand les statistiques de l'INSEE prétendent que le pouvoir d'achat progresse, les salariés modestes, eux, savent qu'il leur reste moins pour vivre après avoir payé leur loyer, leur carburant, leur énergie, leur alimentation, dont les prix ont flambé depuis 5 ans. Parlons-nous de cela. Le travail. La vie des salariés, c'est trop souvent la souffrance au travail, la précarité, les risques physiques et sociaux, les inégalités entre femmes et hommes, l'absence de formation et de reconnaissance du travail. Parlons-nous de cela. La République. Nous évoquons avec de mâles accents la défense de la République et de la laïcité. Mais écoutons-nous la parole de ces millions de Français issus de l'immigration qui se sentent mis à l'écart de la République. Racisme au quotidien, plafond de verre pour les plus diplômés, exclusion de la vie publique, contrôle aux faciès, des mères qui tous les soirs ont peur pour les enfants,
Voilà la réalité d'une France qui ne tient pas la promesse républicaine. Parlons-nous de tout cela. Et l'écologie, au moins 9 millions de maisons qui sont menacées par les fissures résultant de la déformation des sols argileux. Excusez-moi d'être un peu concret. Et je pourrais ajouter l'érosion du trait de côte ou les catastrophes climatiques. Face à cette crise écologique, les assureurs se défilent, font exploser leurs tarifs ou refusent d'assurer les propriétaires, laissant démunis les plus modestes qui peuvent définitivement perdre leur maison à la moindre catastrophe climatique. Parlons-nous de tout cela? Eh bien non. Nous, les socialistes, comme le reste du monde politique, nous préférons parler de nous, parler des institutions, parler de la vie politique au rythme hebdomadaire. Les Français considèrent que nous ne faisons pas le job, que nous ne travaillons pas sur ce qui les concerne. Alors il est temps de parler de tout cela. Il est temps de sortir de nos certitudes et du confort de nos débats internes. Nous ne sommes pas là pour gérer le socialisme municipal et nous en contenter. Nous ne sommes pas là pour gérer une rente, mais pour prendre en main le destin du pays. Alors oui, et je termine par là, construire un projet, c'est cela. Construire un projet, c'est affronter le réel tel qu'il est, se saisir de la parole des Françaises et des Français pour leur répondre, dire en quoi nous leur sommes utiles, quel chemin nous proposons pour le monde d'aujourd'hui, quel avenir nous voulons construire. C'est également renouveler radicalement notre approche des grandes questions qui les concernent et proposer des choix clairs, visibles, oui, de nouveau radicaux, en prenant le risque de la polémique pour faire débat et revenir au centre de la vie publique. Tel est le chantier qui s'ouvre devant nous, le projet socialiste. Tout cela, nous le ferons avec une méthode ouverte et transparente, avec les militants, avec les Français, avec le mouvement social et avec les intellectuels. Voilà, chers camarades, il est temps de tourner la page de ce congrès et des impasses de nos débats internes pour plonger de nouveau dans le grand bain de la vie. Changer la vie, cela ne vous fait pas vibrer, moi, si. Merci Christophe. J'appelle Chiara Pannunzio pour le TOB et se prépare Jean Malo et Sarah Kerich. Chers camarades, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici, aujourd'hui à Nancy, au nom du texte B, Unir. Ce congrès, ce n'est pas qu'un simple moment statutaire. C'est l'occasion de raviver ce qui fait battre nos corps de socialistes. J'ai adhéré au PS et au MJS en 2011, à 17 ans, car j'ai eu la chance de grandir dans une ville socialiste, à Conflans-Sainte-Honorine, ville de Michel Rocard. Fille d'immigrés et d'artistes, j'ai trouvé ma place en France grâce à l'école républicaine, au service public, à une politique d'accueil sans préférence nationale. Si je suis devenue une femme indépendante, féministe, écologiste, engagée, c'est parce que ce territoire m'a transmis un savoir, une culture, un héritage, celui du socialisme. Ce levier d'émancipation porte un nom dont j'ai bénéficié. C'est celui de l'éducation populaire. Nos partis, nos syndicats, nos associations ont longtemps été des écoles de la politique et de l'engagement. Le PS a eu cette ambition. Il doit la retrouver. Je le dis avec autant de force que nous sommes ici à Nancy, une ville qui porte en elle cet héritage. Car c'est ici, en 1899, qu'une des toutes premières universités populaires a été fondée, sous l'impulsion d'Émile Gallet et de Charles Keller. Elle avait un but clair, aider à réfléchir, à comparer, à se défier des affirmations bruyantes, des formules creuses et des mots sonores. À Unir, nous avons écouté les militants et les militantes. Leur message est clair. Ils veulent se former, comprendre, transmettre. C'est pourquoi nous avons créé un centre de formation, de réflexion et de recherche, l'Académie Léon Blum. J'ai eu l'honneur de faire partie de la première promotion de cette académie,
la promotion Madeleine Pelletier. Centrée sur la démarchandisation, ce mot fort qui résume notre ambition, sortir de la logique de profit tout ce qui relève du bien commun. Aujourd'hui, nous proposons que cette Académie Lyon-Bloom soit un outil du Parti socialiste à part entière, ouvert à tous les militants, à tous les sympathisants, à tous les socialistes et déployé partout. Un outil pour combattre les discours réactionnaires et identitaires, ne pas par des incantations, mais par les idées. Ensemble, faisons de ce Parti socialiste un grand parti de la gauche, fraternel, sororal, populaire, un lieu de formation, de débat, de rassemblement, un parti de transformation sociale. Je vous remercie. Merci Chiara. J'appelle Jean Malo et se prépare Sarah Kerrich et Willy Bourgeois. Chers camarades, ce qu'on appelle désormais l'international réactionnaire se répand dans le monde et singulièrement en Europe. En France, le Rassemblement national est, semble-t-il, aux portes du pouvoir. Nous, Parti socialiste, nous voulons être la force politique qui résiste à cette ambition, être la force politique qui incarne l'alternative à la conquête par l'extrême droite. La première étape dans cette démarche, dans le calendrier, ce seront les municipales. Et pour conserver ou conquérir un maximum de communes, le parti, notre parti, doit être en soutien indéfectible à ses candidates et candidats. La FNESER, brillamment présidée par Hélène Geoffroy, a commencé son travail, pour ce qui la concerne, sur ce plan. Il s'agit d'élaborer progressivement un programme transversal, national, les éléments qui seraient communs aux uns et aux autres, et également, en parallèle, fournir de la formation et de l'accompagnement par nos candidates et candidats. Les priorités, vous les connaissez, bien sûr, les services publics locaux, l'école, etc. La cohésion sociale, qui est au cœur de notre message politique. La sécurité, qui désormais est une des principales préoccupations de nos concitoyens. L'accès aux soins, la santé, pour des actions concrètes, avec nos marqueurs traditionnels, la justice sociale, la proximité, l'écoute des habitants, les réponses aux besoins des habitants, le refus du clientélisme et bien sûr l'égalité entre les femmes et les hommes. Le fait est que dans ce domaine de la gestion locale, nous avons une crédibilité forte et je crois que la table ronde qui est prévue cet après-midi le montrera à nouveau. Alors bien sûr, dans cette démarche de préparation des municipales, nous devons rassembler dans le périmètre de la gauche toutes celles et tous ceux qui partagent notre vision de l'action politique, celles et ceux avec lesquels nous sommes d'accord sur l'essentiel, ce qui signifie qu'un accord politique avec LFI pour les municipales n'est pas envisageable. LFI qui d'ailleurs a déclaré l'offensive contre un certain nombre de sortants socialistes. Avant de conclure, je veux mentionner un point qui me paraît important, une sorte de difficulté qui est devant nous, c'est qu'avant de faire des campagnes électorales, dans bien des endroits, il va nous falloir trouver des candidates et des candidats. Et dans les communes rurales qui, enfin, sont soumises à la contrainte de la parité, il nous faudra trouver des femmes candidates. Ce n'est pas forcément difficile, mais je crois qu'il faut que, sur ce point-là, nous nous interrogions sur l'image que nous donnons du mandat municipal. Trop souvent, j'entends dire « c'est compliqué, on n'a plus de moyens financiers, on ne peut plus faire grand-chose, les conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints ne servent à rien, la vie politique locale est violente, les agressions, etc. » Franchement, si nous voulons faire envie et attirer des candidates et candidats, il faut que nous développions un autre discours et que nous montrions que le mandat municipal est passionnant. Pourquoi? Parce qu'il est concret, parce qu'il est vivant, parce qu'il est proche. Je préfère, quant à moi, mettre en valeur l'enthousiasme communicatif de Michaël Delafosse, par exemple, maire de Montpellier, le courage et l'action d'Hélène Geoffroy à Mont-Blanc, confrontée aux émeutes et à la délinquance organisée,
ou l'énergie et la pratique démocratique de Nicolas Meyer-Rossignol à Rouen. Alors mes camarades, mobilisons-nous sur les élections municipales. L'enjeu est très important. Merci. Merci. J'appelle Sarah Kerish. Se prépare ensuite Willy Bourgeois et Valérie Dumontet. Mes chers camarades, le 27 janvier 1945, lorsque l'armée soviétique libère le camp d'Auschwitz-Birkenau, l'humanité s'effondre. Elle ne s'effondre pas seulement parce que l'impensable, parce que l'irréparable a été commis, elle s'effondre parce que l'irréparable a été commis par la volonté populaire. Il n'y a pas eu en effet de coup d'État dans l'Allemagne hitlérienne de 1933, ni plus qu'il n'y en a eu en 1940 dans la France collaborationniste. Cet effondrement moral a été absorbé de deux manières différentes par les Alliés, notamment par la France. Tout d'abord, la première réaction a été de mettre tout ce qui s'était passé pendant la guerre dans le sac de Vichy. Et ça a été le cas notamment avec l'ordonnance du 9 août 1944, qui rétablissait la légalité républicaine. Mais le deuxième réflexe, et c'est là où je veux en venir, a été de construire un droit qui était protecteur et parfois qui permettait d'éviter les dérives, qui pouvaient limiter la volonté populaire. Lorsque celle-ci, et ça a été le cas pendant la guerre, se retournait contre l'intérêt général. Alors c'est là où, dans l'après-guerre, nous avons créé les droits constitutionnels, les droits conventionnels, qui permettent aujourd'hui, par des mécanismes de protection, de limiter la volonté populaire lorsqu'elle se retourne contre le peuple et de limiter la loi lorsqu'elle va trop loin, ce qui n'était pas simple dans la France révolutionnaire qui avait placé la loi comme expression de la volonté générale. Alors nous sommes aujourd'hui exactement dans ce moment de bascule où cet ordre international, cet ordre européen est remis en cause. Sous couvert d'une nouvelle volonté populaire, l'extrême droite et aujourd'hui la droite veulent revenir sur tous les acquis de l'après-guerre, les protections constitutionnelles et conventionnelles que représente la Convention européenne des droits de l'homme et les remparts que représente la justice. Et aujourd'hui, le seul rôle des socialistes en réalité est de remettre la justice comme étant ce dernier rempart et de défendre le rôle des juges, de défendre les droits fondamentaux, y compris lorsqu'ils sont présentés comme étant des limites à la volonté populaire. Et c'est de dire parfois même à certains de nos camarades à gauche que la volonté populaire ne peut pas tout. Elle ne peut pas prendre des mesures anti-écologiques, comme en supprimant les ZFE à l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas non plus dire qu'aujourd'hui, un juge ne peut pas prononcer une peine d'inéligibilité. Je vous le dis, aujourd'hui, la justice, elle peut tout à fait être un contre-pouvoir à l'élection et elle peut annuler ou empêcher des candidats de se présenter lorsqu'ils ont violé la loi. Nous devons être ces remparts face à ces dérives populistes parce que le combat aujourd'hui, il est là. Alors face au RN, nous avons une chose très simple à faire comprendre à tous nos concitoyens, le fait qu'ils sont les prochains sur la liste. Et cette privation des droits ne va pas seulement concerner les autres, les étrangers, les enfants d'immigrés, elle concernera tout le monde. Lorsque la France sera sortie de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est votre vie privée qui pourra être violée, c'est votre courrier qui pourra être fouillé, c'est votre famille qui pourra être séparée. Et cela ne concerne pas seulement votre voisin ou celui qui est arrivé de plus loin. Les socialistes doivent tenir cette digue et je pense qu'il s'agit là du dernier rempart avant qu'un autre effondrement moral ne se produise. Merci beaucoup, Sarah. J'appelle Willy Bourgeois pour le TOB. Se prépare Valérie Dumontet et Yannick Trigance. Bonjour à toutes et tous, mes camarades. Je souhaitais m'exprimer devant vous davantage par l'angle du premier fédéral du PS Jura que je suis et consacrer mon propos aux fédérations, à leur animation et à la relation avec le national. Mais avant cela, je souhaitais, parce que je crois qu'on ne le fait pas assez, saluer et remercier l'ensemble des salariés du parti, notamment le pôle fédération, qui ne sont pas nombreux, il faut que l'on en prenne la mesure, et qui ont cette tâche difficile d'accompagner le développement des 101 fédérations de notre parti. Je crois, on peut les applaudir, je crois que cette tâche est difficile et ne faisons pas l'autruche. Ne faisons pas l'autruche sur l'état de nos fédérations.
Un grand nombre d'entre elles sont malades. On l'a vu avec la mobilisation des militants, évidemment, lors des votes. Un grand nombre de nos fédérations sont malades et ne tiennent qu'à quelques morceaux de ficelle. Les premiers fédéraux, certains de leurs amis, qui ont cette tâche difficile de tout gérer. La maintenance des locaux, les comptes financiers, la compréhension du logiciel Bloom, les ressources humaines, le licenciement des permanents parfois. Et lorsque l'on a fait tout ça, il reste très peu de temps à l'animation politique de nos fédérations. Et c'est quand même l'essence même des missions que l'on a à mettre en œuvre lorsque l'on est premier fédéral. Et là aussi, je souhaite saluer, quels que soient les textes d'orientation, l'ensemble de mes camarades premiers fédéraux qui ont cette tâche très difficile, ingrate parfois, et dont je vous assure, année après année, on peut se poser la question du sens à travers tous les doutes que l'on a au quotidien. Pour autant, on a de quoi être optimiste. Et dans le cadre de ce congrès, moi j'ai noté avec les camarades d'UNIR que l'ensemble des outils qui ont été proposés à mettre en œuvre dans les fédérations et pour notre parti qui ont rencontré un écho auprès des militants. L'Académie Léon Blum, cela a été évoqué, le nouveau populaire qui aura des secrétaires fédéraux dans certaines fédérations, les plateformes d'outils de mobilisation militants, cela rencontre un écho. Pour autant, là aussi, ne faisons pas l'autruche, cela ne suffira pas. Et moi, j'ai tendance à dire, dis-moi comment tu traites tes fédérations et je te dirai quelle politique publique tu mettras. Si nous n'investissons pas plus dans les fédérations rurales, si nous n'investissons pas plus dans les fédérations où il y a des parlementaires du Rassemblement national, alors nous ne réussirons pas à mettre en œuvre des politiques qui répondent à ces besoins-là. Je suis pour un investissement différencié du parti à l'égard des fédérations qui sont le plus en difficulté, à l'égard des fédérations qui ont le Rassemblement national aux portes du pouvoir, en tout cas dans leur département. C'est une logique pour laquelle notre parti doit se transformer et je souhaite, et c'est le vœu que je fais ici. Merci mes camarades. Merci beaucoup Willy. J'appelle Valérie Dumontet, se prépare Yannick Trigance et Gülsen Yildirim. Bonjour à tous. Je suis militante de la fédération de l'Aude et aussi élue départementale, présidée par une femme socialiste et une majorité d'Union de la gauche, PC, Europe Écologie Les Verts, PRG. L'Aude, terre qui a accueilli Léon Blum, devenu député. L'Aude, terre rurale, terre du Midi Rouge. J'ai adhéré au PS en 2002, dans l'Aude. Il y avait 3500 militants à la fédération. Et 60% de maires socialistes, fiers d'être socialistes, s'affirmant socialistes. Aujourd'hui, moins de 1000 habitants, moins de 1000 militants et un très petit pourcentage de maires socialistes. Terre qui, en 2017, est passée de 3 députés socialistes à 3 députés LRM, puis 2022, 3 députés RN, tous réélus en 2024. En 20 ans, comme tous les camarades dans toutes les fédérations, je constate une perte de sens, d'identité du PS, une lente disparition des élus locaux qui s'affichent socialistes et de plus en plus qui se laissent aller à l'air du temps. Ah, au municipal, on ne fait pas de politique, on doit agir pour l'intérêt de la commune et qui se laissent aller aux listes apolitiques. Ils ont arrêté, pour beaucoup, de faire de la politique. Et il en faut du courage aux camarades élus socialistes de porter et de continuer à porter nos valeurs, nos couleurs. Les Audoises et les Audois, comme les Français et les Françaises, qui souffrent, qui se sentent abandonnés par la République, se tournent vers le Rassemblement national. Alors je rêve que ce congrès soit un signal de changement, de renouveau, et qu'il donne des signaux clairs pour rassembler tous les socialistes, ceux qui ne sont pas partis et ceux qui sont partis, pour redonner la force aux camarades qui vont se battre pour les municipales, pour les Français et les Françaises, qu'ils retrouvent un parti socialiste dans lequel ils trouvent des espérances et des réponses à leur désespoir, à leur peur, et que ce ne soit plus le RN qui représente cela. Et bien sûr, un parti socialiste au cœur du rassemblement de la gauche, une gauche responsable, qui préfère agir en choisissant toute réforme, même si elle n'est pas l'idéal, mais qu'elle nous en approche. Un PS qui clarifie sa vision sur des sujets majeurs, des lignes claires, compréhensibles, porteuses, qui s'affirme.
et exprimer clairement notre position vis-à-vis de LFI. C'est sur ce point que nous nous sommes retrouvés dans ce congrès, et c'est cette clarification qui sera un des signaux forts du changement du Parti socialiste, et nous pourrons espérer redevenir un parti dont les élus représentent l'espoir de transformation et d'affrontement des défis sociaux, qui représente l'espoir d'un monde meilleur, avec la condition humaine au cœur des préoccupations. Merci beaucoup Valérie, et bravo pour le respect du temps de parole. J'appelle Yannick Trigance pour le Théo à 4 minutes. Suivront Gülsen Yildirim et Dominique Potier. Bien, chers camarades, la question du mouvement social et des inégalités sociales que nous venons d'évoquer est au cœur également de la problématique scolaire. Notre système scolaire français se classe entre le 15e et le 20e rang parmi 49 pays de l'OCDE. En revanche, il est l'un des plus inégalitaires. La France figure parmi les pays où le milieu social, économique et culturel d'un élève influe le plus sur ses résultats. Pour autant, nous, socialistes, nous affirmons que ce creusement des écarts scolaires en fonction de l'origine sociale n'est pas une fatalité. Tous les spécialistes de l'éducation le savent, tous les professionnels de terrain l'expérimentent et toutes les familles en ont l'intuition. En matière éducative, nous sommes à la croisée des chemins, avec d'un côté ceux qui considèrent que notre système éducatif doit juste faire l'objet de quelques menus ajustements ponctuels et de l'autre, ceux qui, comme nous, considèrent urgent de s'attaquer à ce mal profond qui fait que l'école en France reproduit les inégalités en dépit de l'investissement quotidien de la communauté éducative. Fidèles à notre histoire et au combat socialiste pour l'école, nous voulons mettre l'émancipation et la lutte contre les inégalités scolaires au cœur de notre projet éducatif. Cette ambition pour l'égalité nous conduit à réaffirmer notre attachement au service public d'éducation contre toutes les formes de privatisation avouées ou masquées. L'école n'est pas à vendre, elle est notre bien commun. Aussi, faut-il un coup d'arrêt à ces politiques éducatives conservatrices qui dessinent une école à plusieurs vitesses, en promettant une place à chacun, mais en pensant chacun à sa place. Pas d'école au rabais, mais l'excellence éducative et la réussite pour tous. Nous avons besoin d'une école publique qui contribue à l'élévation générale du niveau de formation. Cela implique de rompre avec un système qui privilégie la compétition entre les établissements scolaires plutôt que leur émulation et qui finit par créer des ghettos scolaires en triant les élèves en fonction de leur origine sociale. Vouloir l'égalité, c'est choisir d'investir l'argent public pour lutter contre les inégalités, pas pour les conforter. Réaffirmons-le, pour que certains réussissent, il n'est pas nécessaire que d'autres échouent. Face aux forces conservatrices qui n'ont aucun intérêt à voir le système changer, nous voulons engager la bataille pour permettre à tous les élèves de réussir. Le droit à l'école doit exister autrement qu'en théorie. Aucun élève ne devrait quitter prématurément l'école parce qu'il n'y trouve pas sa place. Et c'est tout le sens du projet que nous allons bâtir, comme l'a annoncé notre premier secrétaire Olivier Faure. Les réponses existent, elles sont connues, disruptives parfois, mais nécessaires. Réduire les effectifs des classes en profitant de la baisse de la démographie scolaire pour améliorer le taux d'encadrement, reconstituer les réseaux d'aide spécialisés, aujourd'hui exsangues, permettre à la médecine scolaire de mener un travail de prévention dès l'école maternelle, conseiller, accompagner les familles en difficulté, rétablir une véritable formation initiale, mais également continue pour nos enseignants, passer d'une orientation subie à une orientation choisie, agir de manière volontariste pour une mixité sociale et scolaire effective en permettant à des générations d'élèves de grandir ensemble sur les mêmes bancs d'une même école, y compris dans l'enseignement privé sous contrat qui chaque année perçoit quelques 12 milliards d'argent public sans aucun contrôle pédagogique, administratif ni financier. Mes camarades, sur cette question, on le voit, autant de chantiers à engager pour replacer l'école de la République au cœur des défis de la société d'aujourd'hui et du monde de demain, une école qui forme des êtres humains libres et responsables, fidèles à l'esprit des Lumières. C'est bel et bien un enjeu qui consiste à penser l'école sur le temps long, mais aussi à réparer le service public d'éducation sur un temps très court. Alors, mes camarades, et j'en termine, et ça n'est pas une citation de Johan Cruyff, mais une société sans avenir, l'égalité de notre jeunesse face à la réussite scolaire exige
que l'école exprime une même ambition pour tous en termes d'appropriation des savoirs et de culture commune autour d'orientations et de valeurs qui forment le socle d'un projet de société fondé sur la coopération, sur l'émancipation et sur la fraternité. L'école doit un enseignement commun à tous ses enfants. C'est un enjeu et un défi civique pour la République. Sachons le relever. Merci. Alors, je réinsiste, même si c'était un très bon discours, qu'il faut vraiment essayer de respecter le temps de parole, s'il vous plaît. Gülsen Yildirim pour 2 minutes 40 pour le TOB, suivi de Dominique Potier et Béatrice Belay. Mes chers camarades, si nous voulons que notre congrès de Nancy fasse partie de ces grands congrès, il nous faut trouver le chemin d'une réconciliation de notre grande famille. Et j'espère que demain, nous aurons une belle photo de famille. Mais il faut aussi que nous saisissions cette occasion pour jeter les bases d'une refondation programmatique, non pas pour nous parler à nous, mais pour parler à ceux qui nous attendent, ces classes populaires, ces classes moyennes, qui sont souvent résumées à une simple expression. C'est pour elles que nous faisons de la politique. Et c'est pour cette raison que le TOB, autour de Boris, a fait de la centralité programmatique un pilier du texte d'orientation. Nous avons mis sur la table un concept, la démarchandisation. Et la démarchandisation, ce n'est pas uniquement un simple concept, c'est une méthodologie qui permet de repenser les enjeux de notre société. Démarchandiser, cela signifie que la politique doit être au-dessus des contingences économiques. C'est remettre le service public vivant, incarné, proche des gens. Et parmi les enjeux touchés, frappés par cette logique marchande, il y a l'éducation. Yannick vient d'en parler. C'est l'éducation qui est essentielle, bien sûr, pour le parti de l'école. Et l'éducation illustre très bien ce phénomène où, derrière le principe de l'égalité des chances, se développe un système à plusieurs vitesses qui reproduit, qui aggrave les inégalités. La marchandisation de l'école, de l'éducation plus largement, ce n'est pas seulement l'opposition entre le public et le privé. C'est une logique que l'on retrouve dans le public, une logique qui trie, qui sélectionne, qui ignore la mixité sociale, avec d'un côté les bonnes écoles, avec des personnes qui ont leur réseau et leur portefeuille, et les autres sous-dotés, assignés à résidence. C'est contre cette logique marchande que nous devons lutter et faire de l'école maternelle à l'université. Et l'université, je la connais bien en tant qu'enseignant-chercheur. On y a beaucoup travaillé avec Alexandre au sein de la commission enseignement supérieur et recherche. Et je peux témoigner de cette intrusion, de cette logique marchande. Au début des années 2000, on a eu une augmentation exceptionnelle du nombre d'étudiants. Et je crois qu'il faut saluer cette démocratisation de l'enseignement supérieur. Toutefois, faute de moyens supplémentaires attribués aux universités, cette augmentation s'est traduite par une privatisation de l'enseignement supérieur, puisqu'elle a largement profité à l'enseignement supérieur privé, soumis à aucun contrôle, avec des droits d'inscription exorbitants, et qui a même, de manière paradoxale, profité de l'argent public grâce au fonds de l'alternance. Il n'est pas concevable dans un système d'enseignement supérieur que les universités soient soumises à un contrôle, soient soumises à une évaluation et qu'il n'y ait pas de régulation de l'enseignement supérieur privé. Et puis, il y a eu Parcoursup. Parcoursup, vous savez, ce qui est générateur de stress, d'angoisse pour nos jeunes et leurs familles. Parcoursup n'est rien d'autre qu'une sélection par la capacité d'accueil, parce qu'on n'a pas mis les moyens pour l'enseignement supérieur, et notamment par les universités. Toutes les études démontrent que cette sélection amplifie les trajectoires inégalitaires. Et contrairement à ce qu'a osé dire le ministre de l'Enseignement supérieur, Parcoursup n'est pas un outil de promotion sociale. Alors, mes chers camarades, il est temps que l'accès à l'enseignement supérieur reste un droit effectif. Il est temps de faire en sorte que notre jeunesse ne soit pas une marchandise, que l'enseignement ne soit pas non plus une marchandise, que la transmission de nos valeurs et des savoirs ne soit pas une marchandise. Alors, mes chers camarades, à nous de concrétiser des propositions pour répondre
à toutes celles et ceux qui nous attendent. Merci. Au travail, mes chers camarades. Merci. Je redis, s'il vous plaît, essayez de respecter le temps de parole. Dominique, pour 4 minutes, suivi de Béatrice Belay et Audrey Gassian. Bonjour, chers amis, et bienvenue au pays. Je voudrais vous dire simplement, je ne savais pas il y a 10 minutes que je devais parler. Il y a eu un malentendu. Donc, je vais vous parler tout simplement, et d'ailleurs, je ne sais pas faire autrement. Je suis député de Meurthe-et-Moselle. Je suis depuis 10 ans maintenant, bientôt 10 ans, le seul député socialiste de Lorraine. Et je suis sur le quart nord-est de la France, le dernier socialiste élu. Non, n'applaudissez pas, c'est une anomalie, c'est un scandale. 3 régions, 12 millions d'habitants, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Si vous enlevez Besançon, Nancy, Dijon et Lille, il n'y a plus de socialistes. Je suis le dernier des Mohicans, je suis un Indien. Mais peut-être que comme Indien survivant à cette hécatombe, j'ai quelques petites choses à vous dire. Il se trouve que ces dernières semaines, en dehors des débats législatifs, je fais le tour des 180 communes de la circonscription, le territoire qui entoure Nancy, des territoires ruraux, populaires. Et je voudrais vous dire avec force quelques messages que je compléterai à partir de l'expérience de ce matin où j'étais dans une association d'aide aux personnes en situation de handicap et à la remise d'un mérite agricole à quelqu'un qui a restauré les vergers de tout un petit territoire. Toutes ces personnes devraient être de gauche. Toutes ces personnes devraient voter à gauche. Ce sont des personnes qui souffrent au niveau du pouvoir d'achat, qui souffrent au niveau du sens de leur vie et de l'espérance pour leurs enfants. Ce sont des personnes qui, malgré tout, sont engagées dans des solidarités concrètes, dans l'entreprise, dans leur territoire, dans le milieu associatif. Ils ne votent plus pour nous, sauf quelques exceptions, ils ne votent plus pour nous. Le seul autre qui est encore élu dans le Grand Est en milieu rural s'appelle François Ruffin. Nous ne sommes plus que 2 sur 12 millions d'habitants en milieu rural. Et je voudrais dire, comme François le ferait, comme d'autres le feraient, je le fais à ma manière de socialiste, dans un courant de pensée qui est celui du personnalisme. Les personnes que nous rencontrons, elles ne nous demandent pas de la radicalité, elles ne nous demandent pas du progressisme, elles ne nous demandent pas je ne sais quel vertige bourgeois, elles nous demandent simplement, pas de la radicalité, mais de l'humilité, d'entendre ce qu'elles ont à nous dire, d'entendre les questions de sécurité, d'entendre les questions de pouvoir de vivre, d'entendre ce que nous disons des communs qui nous réunissent et qui sont leur assurance vie. Ils ont envie de retrouver une gauche du concret, du réel, de la fraternité, pas de ces radicalités d'opéra qui nous éloignent du peuple et de ses aspirations profondes. Je le dis, non seulement cette pseudo-radicalité nous éloigne définitivement de tous ceux que je rencontre au quotidien et qui votent encore pour nous et qui aspirent à retrouver une gauche du réel, une gauche de l'espérance. Je ne crois pas non plus, chers collègues, quitte à choquer, à l'international progressiste contre l'international réactionnaire. Ces réactionnaires ont été élus par le peuple. C'est renvoyer le peuple de France à ces réactionnaires. Nous avons un autre projet, nous devons retrouver les voies d'une espérance populaire, fondée, encore une fois, sur les questions d'un ordre et de la justice. Je voudrais que nous lèvions un dernier point, pas de radicalité, pas de progressisme contre la réaction, c'est un très mauvais schéma, on se plante à coup sûr, c'est la réaction qui gagne. Et puis, dernier point, arrêtons toute ambiguïté sur les questions de l'Europe et sur les questions de la République. Personne ne nous le pardonnera, et en premier lieu, les milieux populaires. Si nous voulons reconquérir le centre, si nous voulons parler au peuple qui travaille, au peuple paysan, au peuple ouvrier, et je crois que je peux parler en son nom aujourd'hui, comme ancien paysan et comme proche du milieu ouvrier, nous devons reparler une langue claire sur la République et une langue claire sur la construction européenne. Le monde a besoin de régulation, il a besoin de justice, il n'a pas besoin de fantasmes et de délire, il a besoin de s'ancrer le réel. C'est le combat qui est le nôtre, c'est un combat avant tout éthique. La façon de faire comptera autant que le but que nous voulons atteindre. Et je voudrais, en dérogation de 30 secondes, puisque c'est en dehors de mon propos, vous inviter à l'issue des prises de parole à l'inauguration de l'exposition sur les grands leaders humanistes de Lorraine. Vous retrouvez notamment Henri Grégoire qui, en 1823, décrivait déjà les combats contre la mondialisation malheureuse dont nous reprenons le fil à travers les combats
pour les directives européennes qui sont nées en France. Je les ai portées à vos côtés, c'est celui des devoirs de vigilance des multinationales. Elles sont menacées et nous préparons avec tout l'arc syndical, tout l'arc des ONG, mais également une partie du patronat, une grande marche qui reliera Roubaix à Bruxelles pour dire que nous disons non à une mondialisation qui écrase l'esclavage au bout du monde, mais qui ruine également notre industrie. Merci. Merci Dominique. Alors j'invite tout le monde là à vraiment essayer de respecter son temps de parole parce qu'en fait on va finir par couper celle de vos intervenants de Théo suivants. Donc vous en porterez la responsabilité. Béatrice, suivie d'Audrey Gassion et Angèle Louvier. Merci, chers camarades, mes chers camarades. J'ai entendu tout à l'heure des éléments sur la présence ou l'absence du Parti socialiste aux côtés du mouvement social. Et je tiens à vous dire que nous sommes près du mouvement social, nous sommes dans le mouvement social. Et d'ailleurs, nous sommes une partie du mouvement social. Dans les pays des océans dits d'outre-mer, de nombreuses fois, de trop nombreuses fois, la colère gronde. Elle n'est pas due à ce que certains ont appelé, j'ai entendu des journalistes nous dire que nous avons l'habitude de quelques chaleurs. Elle n'est pas due aux chaleurs. Elle est due à ce sentiment d'abandon perpétuel, ce sentiment que la République ne respecte pas ceux qui, à 8000 kilomètres, souffrent d'une captivité, une captivité sociale, une captivité économique, une captivité environnementale. Mais pourtant, le Parti socialiste est de ceux, et si ce n'est le seul parti, à s'être toujours tenu aux côtés du mouvement social. En 2009, la Guadeloupe gronde, la Martinique le suit, les autres pays des océans sont finalement embrasés. La droite est au pouvoir, elle ne fait rien. Nous arrivons au pouvoir en 2012 et là, Victorin Lurel se saisit de l'opportunité de légiférer. Commencent les premières lois qui viennent mettre un coup de boutou, comme on dit chez nous, à la profitation. La profitation, c'est quoi? Ce sont ces grands groupes qui, assurés de ne pas avoir beaucoup de concurrence, trop bien installés, profitent de la captivité qui est la nôtre. Et je tiens à dire à quel point la décoration de l'un d'entre eux par le président de la République, encore il y a quelques mois, est une gifle pour nous. Est une gifle, est un mépris, est une faute politique que nous dénonçons. Non, nous ne pouvons nous satisfaire de la décoration de ceux qui réussissent économiquement, de ceux qui réussissent dans les entreprises parce qu'ils se retrouvent dans une situation favorable et parce que l'État ne se décide pas à protéger ses compatriotes, tous ses compatriotes et singulièrement les compatriotes des pays des océans. Je veux dire aussi que nous sommes aux côtés du mouvement social lorsqu'il lutte pour la santé. Et nous avons été touchés, vous le savez, par un fléau qui va continuer encore de nombreuses années si la recherche ne trouve pas des solutions. C'est celui des pesticides. Nos terres, nos mers et nos corps sont malheureusement contaminés par un pesticide qui s'appelle le chlordécone, qui a provoqué chez nos agriculteurs, et je salue là l'œuvre et l'action des comités, des collectifs de défense des agriculteurs et notamment face au chlordécone. Nous avons donc lutter aux côtés du lionnage contre le chlordécone, du lionnage qui se fait, c'est-à-dire ce lien des organisations dont nous faisons partie, qui luttent pour une justice environnementale et qui luttent pour que non seulement l'État, mais également les utilisateurs puissent être engagés dans leurs responsabilités. Et qui était là lorsqu'il s'agissait d'engager la responsabilité? Une fois encore, les socialistes, puisque la semaine dernière encore, suite à la présentation d'une proposition de loi dans la niche socialiste de l'Assemblée nationale, nous avons définitivement adopté au Sénat la responsabilité de l'État, mais également sans exclure la responsabilité des producteurs et des usagers de ce pesticide qui s'appelle le chlordécone. Nous sommes également là lorsqu'il s'agit de parler du quotidien des Martiniquaises et des Martiniquais. Vous le savez, sur le mouvement de la vie chère démarré en septembre 2024, qui a fortement démarré, embrasé les esprits, embrasé les rues, nous avons été là. Et en décembre, nous étions prêts à proposer une loi d'urgence, et nous l'avons proposée en janvier, une loi d'urgence contre la vie chère.
Lorsqu'il s'agit également des loyers, nous sommes là. Ça aussi, c'est le quotidien de nos compatriotes confrontés à la cherté des prix, à l'envolée des prix des loyers. Et grâce à Audrey Bélim de La Réunion, nous avons pu faire voter et adopter définitivement une loi d'encadrement des loyers. Alors, chers camarades, je tiens à le dire, parlons haut, parlons fort lorsque nous sommes aux côtés de nos concitoyennes et concitoyens. En tout cas, les socialistes des pays des océans, comme tous les autres qui siègent dans les parlements, sont aux côtés de la misère, car c'est dans nos pays que la misère est la plus forte, et c'est par ici qu'il faut commencer. Nous sommes malheureusement des laboratoires de tout ce qu'il y a de pire en matière d'inégalité. Je vous attends à côté de nous, toujours, encore et longtemps. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Audrey Gassion pour le TOB sera suivie d'Angèle Louvier et de Laurent Baumel qui se préparent. Merci. Mes chers camarades, je voulais, moi, aujourd'hui vous parler de logement. Car lorsqu'on parle de logement, on parle aussi de dignité humaine. Et on sait actuellement la difficulté à se loger des classes populaires et des classes moyennes. Et nous, socialistes, nous devons apporter des réponses. Bien sûr, en tant que présidente de Bailleur Social, je vais vous parler de logement social, de construction de logements sociaux, mais évidemment aussi de typologie, car lorsqu'on construit des logements sociaux, on sait aussi, en fonction des typologies, qui est-ce qu'on loge. Si on construit des grandes typologies, c'est pour les familles, et on voit que notamment la droite préfère des petites typologies pour justement ne pas loger des familles. Évidemment aussi, vous parlez de l'ANRU, de rénovation urbaine, de démolition, de reconfiguration de quartiers et aussi de reconstitution de l'offre. Et aussi de la loi SRU, car on le sait, la loi SRU, c'est notre loi et nous devons la défendre car elle est régulièrement attaquée par la droite et par l'extrême droite. C'est le vivre ensemble, le logement social, c'est aussi la mixité sociale. Mais je voulais aussi vous parler de logement privé, car trop longtemps, le logement privé a été en dehors des radars. Les copropriétés dégradées concentrent du logement indigne et les marchands de sommeil, et il nous faut aussi agir sur le logement privé, aider à leur redressement, améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants et ainsi éloigner les prédateurs de la misère et du désespoir. Et aussi, au final, démarchandiser le logement quand c'est nécessaire, comme on peut le faire, par exemple à Marseille, en rachetant, via le bailleur de la ville, des immeubles en copropriété dégradés pour les transformer en logements sociaux. Dans nos villes, nous sommes bien placés en tant qu'élus de terrain pour savoir ce qui se passe sur les territoires et dans les quartiers. Et les habitantes et habitants nous attendent aussi pour trouver des solutions dans ces copropriétés dégradées pour corriger ce que le marché abîme. Il nous faut donc avoir, en tant que socialistes, une vision à 360 degrés sur le logement dans nos villes. Le logement social dans sa localisation, sa mixité, la typologie des logements, comme j'ai dit, mais aussi sur ce pacte privé que nous avons peu considéré et où, pour autant, les copropriétés se dégradent et que nous devons également accompagner. Portons, en tant que socialistes, une vision ambitieuse pour un logement digne pour toutes et pour tous dans nos communes. Démarchandisons lorsque c'est nécessaire et faisons respecter cette promesse républicaine et protégeons les plus précaires, car c'est notre ADN et notre vocation historique. Je vous remercie. Merci Audrey et bravo pour ce respect absolument parfait du temps de parole. J'appelle Angèle Louvier pour 3 minutes. Laurent Baumel et Fatima Yadani se préparent. Mes chers camarades, le Parti socialiste vient de vivre un moment démocratique intense, l'élection de son premier secrétaire. Avec Hélène Geoffroy et Debout les socialistes, j'ai soutenu Nicolas Meyer-Rossignol parce qu'il a porté avec clarté et détermination une exigence de transformation du Parti socialiste. Ce que nous défendons, c'est une ligne de renouveau à la fois dans la ligne politique et dans le fonctionnement. Et ce soutien partagé par plus de la moitié des militants ne peut être balayé d'un revers de main. Nous avons dit que le Parti socialiste devait redevenir un parti populaire, ancré dans le réel, avec des pratiques internes à la hauteur de ce que nous défendons à l'extérieur. Respect collectif, démocratie vivante. Le résultat du vote est clair, mais il est étroit. Notre premier secrétaire, reconduit, doit entendre
ce que plus de la moitié des militants ont exprimé, un besoin de changement de méthode, de gouvernance et de ton. Le Parti socialiste ne pourra avancer que s'il change de méthode. Notre projet commun doit être celui d'un socialisme populaire, écologique, profondément humaniste. Nous ne voulons plus d'un parti radical, présidentialisé, avec des grandes décisions qui se prennent entre quelques-uns. Plus aucune orientation stratégique ne doit être engagée sans le vote des militants. Il nous faut un parti qui débat, qui construit et qui vote. Mais nous devons être aussi clairs sous nos alliances. Notamment, nous refusons toute ambiguïté dans nos relations avec nos partenaires, et notamment avec la France insoumise. C'est notre ligne rouge, obstacle sans doute au rassemblement souhaité. Oui à l'union de la gauche, mais pas à n'importe quel prix. Pas avec ceux qui nous méprisent, qui méprisent nos élus locaux, nos valeurs et parfois même avec nos militants. L'union ne viendra pas de combinaison d'appareils, mais de socle de valeurs partagées, d'un travail de fond, d'une volonté commune. Enfin, pensons à l'avenir. Ce congrès ne peut être un point d'arrivée, mais un point de départ. Redonnons envie d'adhérer. Préparons les municipales, préparons les présidentielles, mais surtout, réconcilions la gauche avec le peuple. Nous avons dit. Merci Angèle, bravo aussi. Laurent Baumel pour 4 minutes, suivi de Fatima Yadani et de Sandrine Runel. Chers camarades, nous sortirons de ce congrès avec une ligne stratégique claire, celle qui préfère appréhender le rendez-vous crucial de 2027 en bâtissant une coalition de toute la gauche non mélenchoniste de Ruffin et Glucksmann, plutôt que de continuer à affirmer un leadership à la fois nostalgique et illusoire du Parti socialiste. Mais nous savons toutes et tous aussi que la possibilité même de bâtir cette coalition, la possibilité évidemment que l'un ou l'une d'entre nous l'incarne dans la présidentielle, les chances électorales des candidats socialistes dans toutes les élections, et a fortiori si nous devions malgré tout à la fin avoir une gauche divisée, tout ça continuera de dépendre largement de l'image même du Parti socialiste. Cette image, elle est le produit du passé, de la perception contrastée du bilan de nos expériences de pouvoir, mais elle est aussi le produit des actes que nous posons aujourd'hui et que nous allons poser notamment dans les semaines qui viennent. Il y a eu un tournant au début de l'année 2025 qui est peu souligné. Le Parti socialiste s'est détaché du bloc du NFP pour ouvrir des négociations avec la droite et le gouvernement. Ce faisant, il a montré son visage de parti de gouvernement qui ne subordonne pas l'ensemble des réalités immédiates à la perspective d'un grand soir, qui essaye d'obtenir des avancées concrètes. Et nous sommes même allés, vous le savez, jusqu'à laisser passer un budget inacceptable par souci de ne pas priver nos collectivités locales, nos associations, des dotations ou subventions annuelles dont elles avaient besoin. Mais avec le retour ces jours-ci de la question des retraites, la question de notre identité politique et de notre ancrage à gauche et de notre fidélité à nos valeurs va de nouveau se poser. Il n'y a pas, chers camarades, de réforme plus injuste que celle-là, que la réforme Borne. La réforme Borne est celle qui s'annonce, l'allongement de la durée légale, ce sont des gens qui vont bien, qui s'épanouissent dans leur travail, qui ne veulent pas payer 1 euro supplémentaire prélevé sur leur capital ou leur fortune, ou celle de leurs amis, et qui veulent faire payer le coût du financement social des retraites à des gens pour qui 2 ans ou 3 ans ou 4 ans de plus de retraite en bonne santé est un enjeu crucial. Il n'y a pas de réforme plus scandaleuse non plus du point de vue démocratique. Tout le monde sait depuis des années que cette réforme est minoritaire. Elle est minoritaire dans le pays, elle est minoritaire dans l'opinion, elle est minoritaire au Parlement même. Et elle ne se maintient que par des artifices et des procédures antidémocratiques répétées. Et donc, il me semble crucial que le Parti socialiste soit au rendez-vous de cette question des retraites dans les jours qui viennent. On me dit, je l'entends ici,
que peut-être les syndicats ouvriers, la CFDT, ceux qui sont restés dans le conclave, vont trouver un accord avec le MEDEF sur un certain nombre d'avancées possibles, hors de l'âge légal. La CFDT n'est pas le bras armé du Parti socialiste dans le mouvement social et dans le syndicalisme. En sens inverse, le Parti socialiste n'est pas le bras armé de la CFDT dans le champ politique. L'autonomie, ça marche dans les deux sens. Et moi, je pense que le Parti socialiste, le groupe socialiste à l'Assemblée, le Parti socialiste, dans les jours qui viennent, doivent faire prévaloir un point de vue politique. Cette réforme est emblématique. Nous avons souhaité le retour d'une loi au Parlement. Cette loi, elle est faite pour reposer devant l'ensemble du pays la question du retour de l'âge légal à 62 ans. Je sais que ce point de vue est partagé dans les sections du Parti socialiste très largement. Je souhaite que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, au-delà de notre congrès, ce débat ait lieu chez tous les socialistes et que nous puissions appréhender cette période qui va être un tournant majeur et un rendez-vous majeur pour notre pays, armé du soutien de l'ensemble des militantes et militants de ce parti. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Fatima Yadani sera suivie de Sandrine... Non. Comment ? Alors, Julien Barillet pour 6 minutes. Chers et chers camarades, je tiens tout d'abord à vous dire le bonheur que j'ai aujourd'hui à m'exprimer devant vous en tant que premier fédéral de la Fédération catalane du Parti socialiste. Par mes propos, je souhaite vous amener ici, au congrès de Nancy, la parole des militants de ma fédération des Pyrénées-Orientales. Comme vous le savez, toutes et tous, dans les Pyrénées-Orientales, nous constatons la montée du Rassemblement national depuis de nombreuses années. Dès 2017, un des 8 députés d'extrême droite élus en France était Louis Alliot, dans les Pyrénées-Orientales. En 2020, devenu maire de Perpignan, plus grande ville tenue par l'extrême droite en France. 2022, 4 députés d'extrême droite sur 4, et rebelote en 2024. Et en parallèle, dans le même temps, nous constatons en 2021 un recul de l'extrême droite aux élections régionales et départementales, avec à la tête de ces batailles électorales respectives Carole Delga et Hermeline Malherbe, ce qui donne, je crois, une piste pour mieux combattre l'extrême droite dans les urnes. Si l'extrême droite a progressé autant ces dernières années sur notre territoire, mes camarades, c'est à la fois car nos territoires ruraux et de montagne ont été des territoires délaissés par la République, notamment en matière de services publics, mais pas que. Ces mêmes territoires sont aussi des déserts médicaux, au sens premier du terme de désert. Par ailleurs, les idées de l'extrême droite progressent, parce que nous avons perdu beaucoup trop de combats idéologiques. Je veux parler ici de la bataille culturelle que nous devons, avec d'autres, mener, car l'extrême droite, elle la mène. Avant de vous énoncer le travail que nous avons entrepris, je tiens à dire la fierté que j'ai de l'ensemble des militants de ma fédération, qui, malgré tout cela, ne lâchent rien et combattent inlassablement l'extrême droite. Aujourd'hui, le Parti socialiste retrouve une centralité au sein de la gauche. Et il est évident que le travail de fond au niveau national est indispensable pour rendre plus clair ce que nous, les socialistes, nous défendons et nous voulons pour la société de demain. Si nous voulons faire reculer l'extrême droite, nous devons répondre concrètement aux attentes de la population en termes d'emploi, d'éducation, de santé, de sécurité ou encore d'environnement, et ce, sur tous les territoires urbains, ruraux et de montagne. Des sujets sur lesquels nos collectivités ont travaillé et mis en place des choses qui marchent et qui, à l'échelle régionale, peuvent faire reculer le sentiment d'abandon des territoires ruraux. Il est donc indispensable, mes camarades, que notre parti se nourrisse de ces expériences. L'étape d'après, au niveau national, comme l'a dit Nicolas dans la campagne, c'est le périmètre des alliances, autour des valeurs de notre parti et de son programme. Et cela est aussi essentiel pour accroître la confiance de la population dans notre Parti socialiste. Mais il y a un deuxième enjeu, qui est fondamental. Et nous avons commencé avec les militants d'y travailler depuis mon élection à la tête de la Fédération en 2023. Ce deuxième enjeu, c'est de tisser ou retisser
des liens avec les syndicats, les associations, l'ensemble de celles et ceux qui, comme nous, combattent les idées de l'extrême droite. Car le combat ne peut être gagné que collectivement. Là où l'extrême droite gagne, les écosystèmes de la gauche politique, syndicale et associative se sont effondrés. C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales. Nous devons être aux avant-postes pour les reconstruire. Car la réalité, c'est que derrière la notabilisation des élus d'extrême droite, les idées restent, mais les méthodes aussi. Le mouvement social subit au quotidien des pressions de ces élus d'extrême droite. Notre mission est d'être à leur côté pour les soutenir et les aider dans leur combat. Donc oui, un des enjeux majeurs, c'est que nos militants soient un maximum présents dans les syndicats et les associations. Dans les Pyrénées-Orientales, des camarades du parti sont impliqués dans le mouvement social. Et le parti doit inciter à cela. Et je crois que je prendrai par exemple l'implication de mes camarades dans le comité local d'SOS Racisme dans les Pyrénées-Orientales. Un comité qui fédère autour de lui de nombreuses autres associations. C'est sans doute un exemple à suivre et à reproduire, notamment s'agissant des enjeux majeurs de la recréation des écosystèmes autour du parti et de la bataille culturelle d'autre part. Le travail est long et difficile. On ne voit pas les résultats immédiatement. Conclure. Mais c'est ce travail de fond qui est fondamental si on veut faire reculer l'extrême droite durablement dans nos territoires. Je crois dans nos capacités collectives à y arriver, mes camarades, et nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Alors, on va clore la séquence des débats des Théo maintenant. Reprise à 14h15. D'ici là, je sais qu'il y a des sandwichs en vente au stand en haut, voilà, tenus par les camarades de la Fédération de Meurthe-et-Moselle. À tout à l'heure.